Nous avons construit une machine à remonter le temps à 10 milliards de dollars pour voir l'enfance de l'univers, l'œil le plus perçant de l'humanité. Mais il ne nous a pas montré ce que nous attendions, mais un paradoxe. Notre observation a anéanti notre théorie la plus fondamentale. Car Webb a trouvé un univers rempli de structures que la physique disait interdites. Ce n'étaient pas seulement quelques galaxies étranges, c'était un schéma récurrent. Nous avions devant nous des trous noirs qui avaient atteint 1 milliard de masses solaires, alors que l'univers avait moins de 700 millions d'années. C'est pourquoi des usines impossibles ont été découvertes, produisant des étoiles avec une efficacité proche de 100%, en défiant toutes les règles connues. Mais le plus troublant n'est pas cela. Comment ces structures ont-elles pu s'organiser si tôt, dans une cosmologie où la matière ne représente que 5% de l'univers? Si toi aussi, tu te demandes les raisons de cette anarchie cosmique, alors aime la vidéo et rejoins la chaîne, car maintenant, nous allons disséquer l'anatomie de cette structure qui ne devrait pas exister. Prêt? C'est parti. Le monde scientifique croyait en une histoire claire sur les premiers temps de l'univers. C'était le récit d'une construction patiente sur des milliards d'années. D'abord, de petites structures se formaient, puis de plus grandes, exactement comme de petites briques qui construisent lentement une immense cathédrale. C'est ce que nous disait le modèle lambda CDM, la pierre angulaire de la cosmologie. Mais, quand le télescope spatial James Webb a regardé la page la plus certaine de cette histoire, tout a changé en un instant, car la première image de champ profond que Webb a projetée sur les écrans des scientifiques en juillet 2022 n'a pas trouvé une cathédrale, mais des gratte-ciels immenses, déjà là avant même le début de la construction. C'est pourquoi les premiers messages entre chercheurs n'étaient pas officiels. Ils étaient précipités, ils étaient confus, car le modèle ne pouvait pas se tromper. Mais les chiffres ne mentaient pas non plus. Pour comprendre cela, tu dois d'abord savoir ce que dit le modèle. Ce modèle qui forme la base de la cosmologie moderne s'appelle lambda CDM. Lambda représente l'énergie noire responsable de l'expansion accélérée de l'univers. La matière noire froide, ou CDM, fournit le squelette gravitationnel pour que tout se forme. Selon ce modèle, juste après le Big Bang, la matière était distribuée de manière presque parfaitement lisse et uniforme. Il n'y avait que de minuscules différences de densité, de l'ordre d'une partie pour 100 000. Mais ces minuscules fluctuations étaient la graine de tout. Grâce à la gravité, les régions légèrement plus denses ont attiré plus de matière au fil du temps. C'est pourquoi de petits halos de matière noire se sont formés en premier. Le gaz est tombé dans ces halos, a refroidi et a permis aux premières étoiles de s'allumer. Ce processus lent et stable est appelé formation hiérarchique des structures, c'est-à-dire que la structure se construit de bas en haut sur des milliards d'années. Cette prédiction du modèle fonctionnait remarquablement bien pour l'histoire récente de l'univers. Mais il y avait une période sur laquelle le modèle était le plus catégorique. Les premières centaines de millions d'années de l'univers. C'est à cette époque que la structure devait être jeune, dispersée et modeste. Car à une époque où l'univers de 13,8 milliards d'années n'avait même pas encore complété 5% de sa vie, il n'y avait pas de temps pour des galaxies géantes. Pourtant, Webb a regardé précisément à cette période et a trouvé quelque chose qui a renversé la prédiction du modèle. Les gens qui ont écrit les modèles sont maintenant en train de les réécrire en silence. Alors comment Webb a-t-il pu voir cela? Car la vision de Webb est fondamentalement différente de celle de ses prédécesseurs. Il voit l'univers en lumière infrarouge. Cela signifie qu'il peut capturer des longueurs d'onde pour lesquelles les anciens télescopes étaient presque complètement aveugles. Pour comprendre cela, tu dois penser à un concept appelé temps de regard en arrière. Quand tu regardes une étoile, tu vois en fait son passé. Ce n'est pas une idée poétique, c'est une réalité physique précise. Car la lumière se déplace à une vitesse constante, d'environ 300 000 km par seconde. Cette vitesse est énorme à l'échelle humaine, mais l'univers est bien plus grand. C'est pourquoi même la lumière de l'étoile la plus proche de nous met plus de 4 ans à nous parvenir. Quand tu regardes cette étoile, tu vois son état d'il y a 4 ans. Maintenant, adaptons cela aux distances cosmologiques. Les galaxies que Webb cible sont si lointaines que la lumière que nous en captons voyage depuis plus de 13 milliards d'années. Cela signifie que lorsque ces galaxies ont émis cette lumière, l'univers avait moins d'1 milliard d'années. L'outil que nous utilisons pour mesurer cette distance s'appelle le décalage vers le rouge.
À mesure que l'univers se dilate, la longueur d'onde de la lumière qui le traverse s'étire et s'allonge. Tout comme un élastique que l'on tend. La lumière visible se décale vers le rouge, et la lumière infrarouge vers des longueurs d'onde infrarouges encore plus longues. Plus la valeur du décalage vers le rouge est élevée, plus l'objet est lointain et ancien. Une galaxie avec un décalage vers le rouge de 6 existait lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Un décalage vers le rouge de 10 ou plus te place dans les 500 premiers millions d'années de l'univers. Hubble ne pouvait pas atteindre ces distances. Mais Webb a été construit précisément pour cela. Et grâce à cela, il a ouvert une porte que le modèle ne pouvait que prédire, mais jamais tester. Mais ce qu'il a trouvé derrière cette porte était bien plus qu'une incohérence. C'était une rébellion. Une étude publiée en 2023 contenait un langage que les cosmologistes utilisent rarement. Les chercheurs analysant les premières données de Webb ont identifié 6 candidats de galaxies situées dans les 700 premiers millions d'années de l'univers. Lorsqu'ils ont calculé les masses estimées de ces galaxies, les chiffres dépassaient de loin tout ce que le lambda CDM prévoyait comme possible à une époque aussi précoce. Car l'une des candidates semblait porter une masse stellaire comparable à celle de notre galaxie, la Voie lactée. Et ce géant se trouvait à une époque où l'univers n'avait que 500 millions d'années. Les chercheurs les ont surnommés les briseurs d'univers. Ce n'était pas une exagération pour un communiqué de presse. C'était une expression directe de la relation entre l'observation et le modèle. Pourquoi est-ce un si gros problème ? Parce que construire une galaxie de la taille de la Voie lactée en 500 millions d'années viole toutes les règles connues. C'est comme essayer de faire pousser un chêne de taille adulte dans un pot de la taille d'une tasse à café, avec une poignée de terre fraîchement créée. En un week-end, l'arbre est là, nous pouvons le voir. Mais le pot, la terre et le week-end ne peuvent pas le produire selon les règles que nous connaissons. Le taux de formation d'étoiles nécessaire pour créer ces galaxies exigerait que chaque processus de la chaîne fonctionne avec une efficacité bien au-delà de ce que tout mécanisme connu peut supporter. Le gaz aurait dû refroidir plus vite, les étoiles auraient dû s'en former plus rapidement, et tout cela aurait dû commencer bien avant que les modèles ne disent que les conditions existaient. Il ne s'agissait pas d'une seule galaxie se comportant étrangement. C'était un schéma qui émergeait des images les plus profondes de l'univers. C'est pourquoi les scientifiques tentent de comprendre pourquoi le nombre d'objets rouges, brillants et compacts dans ces premières images, est de 10 à 100 fois plus élevé que prévu. Bien sûr, certaines de ces candidates se sont révélées moins extrêmes après une analyse spectroscopique ultérieure. Mais le schéma général n'a pas disparu. Au contraire, d'autres observations de Webb dans différents champs l'ont renforcé. Alors comment ces structures géantes ont-elles été possibles ? Comment les étoiles ont-elles pu se former si efficacement ? Et surtout, si la chronologie du modèle est si fausse, quel maillon de la chaîne qui est censé tout maintenir ensemble fonctionnait en fait complètement différemment de ce que nous savions ? La réponse à ces questions repose sur un mécanisme au cœur de la formation des galaxies, à savoir comment la matière noire forme les premiers halos, comment le gaz tombe dans ces halos, et comment les étoiles naissent de ce gaz. Chacune de ces étapes était liée à un calendrier que le modèle pensait ne jamais pouvoir être brisé. Mais les structures géantes trouvées par Webb brisaient ce calendrier en 1000 morceaux, ce qui signifie que soit le gaz a refroidi beaucoup plus vite que prévu, soit les étoiles se sont formées avec une efficacité inimaginable, soit à la base de tout, l'un des mécanismes sur lesquels le modèle comptait le plus, soit à la base de tout, l'un des mécanismes sur lesquels le modèle comptait le plus se comportait de manière totalement différente. Ce mécanisme n'était pas une galaxie ou une étoile spécifique, c'était l'architecture même de l'univers, la toile cosmique elle-même, car l'univers a une forme. À la plus grande échelle, la matière n'est pas distribuée au hasard. Elle s'organise en un gigantesque réseau tridimensionnel. Des galaxies et de la matière noire sous forme de feuilles et de filaments immenses entourent de vastes régions vides appelées vides. Cette toile cosmique ressemble à l'intérieur d'une éponge. Il y a de la structure partout et un vide immense entre elles. Nous savions que cette structure existait à une époque cosmique tardive. Des projets gigantesques comme le Sloan Digital Sky Survey, qui ont cartographié des millions de galaxies, nous avaient montré ce réseau sur des milliards d'années-lumière. Mais l'hypothèse cruciale du modèle était que ce réseau était beaucoup moins développé dans l'univers primitif.
À la marque d'1 milliard d'années, les filaments devaient être vagues, faibles et à peine cohérents. Le squelette du réseau aurait dû être comme un échafaudage qui commençait à peine à s'élever. Pourtant, Webb défie directement cette hypothèse, car les données de Webb, champ après champ, à des décalages vers le rouge de 3, 4, 5 et au-delà, montrent que la structure à grande échelle semble plus organisée, plus filamenteuse et plus développée que ce que prédisent les simulations basées sur la physique standard. C'est pourquoi des régions de surdensité, c'est-à-dire des endroits où les galaxies sont regroupées de manière inhabituellement dense, apparaissent constamment dans les images de Webb, et ce, à des époques où le modèle disait que l'univers devait encore être majoritairement lisse. Cela implique que le plan de construction lui-même a été dessiné bien avant que les fondations ne soient posées. Peut-être que le plan était beaucoup plus audacieux et complexe que nous ne le pensions, mais ce n'était qu'une théorie, jusqu'à ce que Webb trouve un premier chef-d'œuvre de cette architecture. Ils ont donné un nom à cette structure, la vigne cosmique, car en 2024, une équipe a annoncé une structure qui n'avait jamais été confirmée auparavant, à une époque aussi précoce. Cette structure était une longue chaîne filamenteuse composée d'au moins 20 galaxies géantes, toutes physiquement connectées, toutes gravitationnellement liées. Elle s'étendait sur environ 50 millions d'années-lumière, et cette structure massive existe à un décalage vers le rouge d'environ 3,3. Cela signifie que nous l'observons à une époque où l'univers avait environ 2 milliards d'années. 2 milliards d'années peut sembler long, mais n'oublie pas que l'univers a 13,8 milliards d'années. À 2 milliards d'années, l'univers n'en était qu'à 15% de son âge actuel. La vigne cosmique, à un point où les modèles standards prévoyaient que ce type de structure à grande échelle était encore en phase d'assemblage précoce, était déjà organisée, massive et cohérente. Ce n'était pas un effet de projection. Ces galaxies étaient vraiment regroupées dans l'espace tridimensionnel. Elles formaient un véritable filament. Et ce, à une époque où des filaments aussi prononcés ne devaient pas exister. C'est pourquoi cette découverte est bien plus qu'une trouvaille isolée. Car les filaments sont des autoroutes. La matière s'écoule le long d'eux vers les amas. Si un filament aussi organisé existe à 2 milliards d'années, alors l'amas qu'il nourrit, c'est-à-dire le nœud dense de galaxies qui se forment en son centre, s'assemblait également tôt, probablement beaucoup plus tôt que les modèles ne le prévoyaient. La vigne cosmique est l'enregistrement d'une fête qui a commencé bien avant que les astronomes ne pensent que l'endroit existait. Et la source de cette fête pointe vers quelque chose sur lequel le modèle a construit toute sa fondation. Car si une structure comme la vigne cosmique existe à 2 milliards d'années, ce qui la nourrit a dû commencer beaucoup plus tôt. C'est là que les proto-amas entrent en jeu. Un proto-amas est le précurseur d'un futur amas. C'est une région où plusieurs galaxies se rassemblent dans une surdensité locale pour former un véritable amas des milliards d'années plus tard. Webb a confirmé des structures de proto-amas approchant et même dépassant un décalage vers le rouge de 8. Un exemple particulièrement notable se situe à un décalage vers le rouge d'environ 7,9. Cela le place à une époque où l'univers avait environ 700 millions d'années. À cette époque, une surdensité cohérente de galaxies a été confirmée à l'aide des instruments spectroscopiques de Webb. Trouver une seule région de surdensité ne signifie pas que le modèle est brisé. Mais, trouver un catalogue croissant dans des champs indépendants menés par différents programmes de recherche, qui renvoient tous des résultats similaires, crée un poids statistique que des anomalies individuelles ne produisent pas. Ce n'est pas un seul éclair qui annonce l'arrivée de la tempête, ce sont des éclairs qui zèbrent tout l'horizon. Ces découvertes sont structurellement importantes, car pour que plusieurs galaxies massives soient gravitationnellement liées à cette époque, le halo de matière noire qui les hébergeait devait avoir accumulé une quantité extraordinaire de masse en moins de 700 millions d'années. Cette masse n'a pas été apportée doucement. Elle a été collectée par effondrement gravitationnel de la région environnante. Cela signifie que la région environnante devait avoir une densité de matière supérieure à la moyenne, dès une époque très précoce. Et lorsque vous suivez l'origine de cela, vous arrivez au même endroit vers lequel chaque anomalie de Webb finit par pointer, le champ de densité initial laissé par le Big Bang. Alors qu'avons-nous des galaxies très précoces, très brillantes et en nombre de 10 à 100 fois supérieur à ce que les modèles permettaient, des briseurs d'univers portant des masses de la taille de la Voie lactée, alors que l'univers n'avait que 500 millions d'années. Une vigne cosmique de 20 galaxies géantes interconnectées
s'étendant sur 50 millions d'années-lumière à 15% de l'âge de l'univers, et même des proto-amas organisés existant encore plus tôt, alors que l'univers n'avait que 700 millions d'années. Tout cela contredit l'histoire de construction lente, calme et ordonnée que le modèle nous racontait. Le premier chapitre de l'univers semble avoir été un chaos et une précipitation. Mais, jusqu'à présent, nous avons toujours parlé de théories de modèles et de concepts. Nous avons compris les concepts. Mais quelles sont les véritables découvertes que Webb nous a montrées, les preuves concrètes dans ces pixels? Car chaque image de Webb n'est pas seulement une pièce de ce puzzle immense et troublant. C'est aussi une clé qui nous est donnée pour résoudre ce puzzle. Et lorsque nous tournons cette clé, la première chose qui apparaît devant nous, c'est le cri silencieux des théories. Nous ne parlons plus de modèles ou de concepts. Maintenant, le vrai choc arrive. Car maintenant, tu vas faire face aux structures impossibles que Webb a trouvées, à ces galaxies qui enfreignent les règles, à ces monstres qui ne devraient pas exister. Voici les découvertes. Prépare-toi. Le premier coup est venu de 6 candidates galaxies. Elles ne devaient pas être là, mais elles y étaient. L'étude publiée en février 2023, signée par une équipe dirigée par Ivo Labbé, a provoqué un séisme dans le monde de la cosmologie. Car ces 6 candidates se situaient toutes dans les 700 premiers millions d'années de l'univers, c'est-à-dire à un décalage vers le rouge entre 7 et 9. C'était déjà assez surprenant. Mais la vraie bombe était les estimations de masse. Ces galaxies défiaient les modèles standards de formation des galaxies, car la candidate la plus extrême semblait porter une masse d'environ 100 milliards de fois la masse de notre étoile. C'était un chiffre équivalent à la masse de notre propre galaxie, la Voie lactée. Pourtant, cette structure massive existait seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang. Les lois de la physique ne le permettaient pas. Construire une telle masse stellaire en si peu de temps était impossible dans le cadre des règles sur lesquelles le modèle s'appuyait. Le taux de formation d'étoiles aurait dû être maintenu pendant des centaines de millions d'années, à un niveau bien supérieur à ce que n'importe quelle galaxie connue a jamais atteint, même dans sa phase la plus active. C'est pourquoi un membre de l'équipe les a surnommés les briseurs d'univers. C'était un cri utilisé par des scientifiques habituellement mesurés dans leurs articles, lorsqu'ils parlaient à la presse, qui reflétait en fait une réalité mathématique. Car cela ne voulait pas dire « nous devons modifier un peu le modèle ». Cela voulait dire « si ces masses sont confirmées, il y a quelque chose de fondamentalement faux dans le modèle ». Mais ce n'était qu'un début, car une seule anomalie aurait pu être une exception. Pourtant, Webb était sur le point de montrer que les exceptions étaient la nouvelle norme. Ensuite, il y eut la Vine cosmique. Ce n'était pas une galaxie, c'était un monstre, une structure, et elle était là où elle ne devait pas être, car cette structure, annoncée en 2024, était une chaîne physiquement interconnectée d'au moins 20 galaxies massives. Elle s'étendait sur environ 50 millions d'années-lumière. C'est 500 fois le diamètre de notre galaxie, la Voie lactée. Et cette structure massive a été observée à un décalage vers le rouge de 3,3, à une époque où l'univers n'avait que 2 milliards d'années. Selon les modèles standards, à cette époque, la structure à grande échelle de l'univers devait encore être dans les premières phases de montage. Les filaments devaient être faibles et vagues. Mais la Vine cosmique était une structure mature et cohérente, comme si elle avait déjà achevé des milliards d'années d'évolution. Les scientifiques ont tout fait pour s'assurer que ce n'était pas un effet de projection. Non, ces galaxies étaient vraiment ensemble dans l'espace tridimensionnel. Elles formaient un véritable filament. C'était comme voir une autoroute achevée avant même que les fondations ne soient toutes posées. L'existence de l'autoroute montrait non seulement que la construction avait été rapide, mais aussi que la ville nécessitant cette autoroute avait été fondée bien plus tôt que nous ne le pensions. C'est pourquoi la Vine cosmique n'est pas un simple objet de curiosité, mais la preuve que l'architecture même de l'univers a commencé à s'organiser beaucoup plus tôt et de manière plus agressive que nous ne l'imaginions. Pourtant, c'est là où Webb a regardé le plus profondément, le plus loin dans le passé, que la pièce la plus déroutante du puzzle est apparue. JADES-G-S-Z, Ce n'est pas un nom, c'est un défi, car cette galaxie est l'un des objets les plus lointains confirmés par spectroscopie.
Son décalage vers le rouge est d'environ 13,2. Cela signifie que sa lumière a mis plus de 13,4 milliards d'années pour nous parvenir. Nous la voyons telle qu'elle était seulement 320 millions d'années après le Big Bang. Alors que l'univers lui-même était une fraction infime de l'âge requis pour la produire, selon les modèles standards, elle était déjà là, et elle ne se contentait pas d'exister. Elle faisait des choses, elle contenait déjà des populations d'étoiles. Elle montrait des signes d'une structure organisée en formation. Ce n'était pas un faible nuage d'hydrogène s'assemblant lentement. C'était une galaxie. C'est une situation qui bouleverse complètement la chronologie. L'existence d'une galaxie dans un univers de 320 millions d'années signifie que la formation d'étoiles dans cette galaxie a dû commencer beaucoup plus tôt. Peut-être lorsque l'univers avait 100 ou 200 millions d'années. C'est un problème mathématique qui signifie que la construction a dû commencer avant même que le terrain lui-même n'existe. La spectroscopie ne ment pas. Ce n'est pas une estimation, c'est une distance mesurée. Et cette mesure porte un coup direct à l'une des prédictions les plus fondamentales du modèle lambda CDM, celle sur la façon dont le temps fonctionne. À ce stade, tu dois prendre du recul et te demander si les galaxies sont si précoces et si grandes, quelle était la puissance de leurs moteurs internes. Cette question nous amène à l'une des découvertes peut-être les plus surprenantes et les plus répandues de Webb. Les petits points rouges. Ce nom mignon cache une réalité violente, car dans presque tous les champs profonds que Webb a observés, ces petits objets compacts, denses et rouges sont apparus, et ce, en nombre qu'aucune prédiction n'avait anticipé. Leur décalage vers le rouge les place dans les 1 à 2 premiers milliards d'années de l'univers, et lorsque leurs spectres sont examinés, l'étrangeté apparaît. Ces objets réalisent simultanément 2 processus à une intensité extraordinaire, une formation rapide d'étoiles, prouvée par de puissantes raies d'émission produites par de jeunes étoiles chaudes, et tout aussi puissamment, des signes indiquant qu'un trou noir supermassif au centre de la galaxie s'alimente rapidement. Donc, ils produisaient des étoiles à des vitesses records et nourrissaient leur monstre central en même temps. Dans l'univers proche, ces 2 processus se régulent mutuellement. L'énergie libérée lorsqu'un trou noir s'alimente nettoie le gaz nécessaire à la formation d'étoiles. Mais ces petits points rouges semblaient violer cet équilibre. Ils étaient comme des voitures qui appuyaient sur l'accélérateur et le frein en même temps. Une étude publiée en 2024 a révélé que la densité numérique de ces petits points rouges était significativement supérieure à ce que tout modèle pré-Webb avait prédit. Ils n'étaient pas seulement étranges, ils étaient trop nombreux pour que les modèles puissent les accommoder facilement. Cela signifiait qu'au premier instant de l'univers, une toute nouvelle population de galaxies, une toute nouvelle forme d'existence que nous ne connaissions pas, était à l'œuvre. Alors, comment pouvons-nous expliquer tant de structures, si précoces, si grandes et si actives? Chaque anomalie que nous voyons semble être une facette différente d'un seul grand problème. Et lorsque nous remontons à l'origine de ce problème, nous ne trouvons pas seulement des galaxies, mais les objets les plus mystérieux et les plus puissants en leur sein. Et lorsque nous remontons à l'origine de ce problème, nous ne trouvons pas seulement des galaxies, mais les objets les plus mystérieux et les plus puissants en leur sein. Car au centre de beaucoup de ces galaxies précoces se trouvent des trous noirs supermassifs, qui sont eux-mêmes des énigmes, et ils ont aussi un problème de masse, encore plus profond que celui des galaxies. Webb a mis ce problème en évidence de manière si nette qu'il est désormais impossible de l'ignorer. Car pour qu'un trou noir devienne supermassif, il doit manger. Le gaz tombe dedans, émet de l'énergie, et le trou noir gagne de la masse. Mais il y a une limite à ce processus, un plafond physique appelé la limite d'Eddington. C'est le point où la pression de radiation du gaz qui tombe dedans équilibre exactement la gravité. Si vous forcez un trou noir au-delà de cette limite, la pression de radiation vers l'extérieur souffle le gaz qui tombe. Cette limite détermine la vitesse maximale à laquelle un trou noir peut croître. Et ce plafond ne peut pas faire face aux découvertes de Webb, car partant d'un trou noir germe de quelques dizaines de masses solaires au maximum, formées par l'effondrement de l'une des premières étoiles de l'univers, pour que ce germe atteigne 1 milliard de masses solaires, avec une alimentation continue et ininterrompue, à la limite d'Eddington. Il faut plus de plusieurs centaines de millions à 1 milliard d'années. Mais Webb a confirmé un quasar avec un décalage vers le rouge supérieur à 7. Cet objet, alors que l'univers avait moins de 700 millions d'années, abritait un trou noir entre plusieurs centaines de millions et 1 milliard de masses solaires.
Le calcul ne colle pas. Les premières étoiles de l'univers se sont probablement formées après 100 à 200 millions d'années. Cela signifie que les premiers trous noirs germes sont apparus au plus tôt à ce moment-là. Pour qu'un germe gagne 1 milliard de fois sa masse en 700 millions d'années, il faudrait qu'il se nourrisse à la limite d'Eddington pendant presque toute son existence, sans jamais s'arrêter. C'est un scénario déjà physiquement difficile à organiser. Mais ce que Webb a trouvé rend même ce scénario insuffisant. Mais la vraie révolution de Webb n'a pas été de trouver seulement les quasars les plus brillants, car ces géants pouvaient également être détectés par des télescopes au sol grâce à leur luminosité extrême. La véritable capacité de Webb était de trouver les noyaux actifs de plus faible luminosité, cachés à l'intérieur des galaxies précoces ordinaires. Et ces découvertes ont révélé une nouvelle anomalie. Ces trous noirs étaient trop gros pour leurs galaxies hautes. Dans l'univers moderne, lorsque vous mesurez la masse du bulbe central d'une galaxie, vous pouvez prédire la masse de son trou noir avec une marge d'erreur de quelques fois. C'est la relation grande galaxie barre verticale grand trou noir. Mais de nombreux noyaux galactiques actifs précoces, trouvés par Webb, semblent avoir des masses de trous noirs disproportionnellement grandes par rapport à la masse stellaire de leurs galaxies hôtes. Parfois cette disproportion est dramatique. Cela suggère que le trou noir a grandi plus vite ou avant la galaxie qui l'entoure. Cette situation inverse l'ordre que de nombreux modèles supposaient. C'est pourquoi certains chercheurs suggèrent que les premiers trous noirs se sont formés par un autre mécanisme que l'effondrement stellaire. Les trous noirs à effondrement direct. Dans ce scénario, les trous noirs, formés par l'effondrement gravitationnel direct d'un nuage de gaz massif entier plutôt que d'une seule étoile mourante, auraient commencé avec des masses germes beaucoup plus grandes. Cela leur aurait donné une avance considérable pour leur croissance. Mais cela reste une hypothèse. Les découvertes de Webb, elles, sont une réalité. Et cette réalité rend de plus en plus difficile le maintien de l'histoire de croissance standard. Pourtant, Webb ne trouve pas seulement des objets individuels. Il détecte également des systèmes organisés, à savoir les amas précoces. Et bien que trouver une seule galaxie géante dans les 700 premiers millions d'années de l'univers soit assez préoccupant, en trouver qui forment un système gravitationnellement lié est une catégorie de découverte totalement différente, car un amas de galaxies est l'une des plus grandes structures gravitationnellement organisées de l'univers, et Webb a confirmé des structures de protoamas approchant un décalage vers le rouge de 8. Un exemple particulièrement notable se situe autour d'un décalage vers le rouge de 7,9, ce qui correspond à une époque où l'univers avait environ 700 millions d'années. À cet endroit, Webb a détecté un groupe de galaxies dans une région compacte, montrant des signes de cohésion physique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de galaxies qui semblent alignées par hasard, mais qui sont réellement regroupées dans l'espace tridimensionnel. L'importance structurelle de cette découverte réside dans sa signification en termes de masse et de chronologie. Pour que plusieurs galaxies massives soient gravitationnellement liées à cette époque, le halo de matière noire qui les hébergeait devait avoir accumulé une quantité extraordinaire de masse en moins de 700 millions d'années. Cela signifie que les germes de densité à la base de cette région devaient être plus grands que ce que le modèle permettait, et cela nous ramène au même point, à cette première carte de densité après le Big Bang. Chacune de ces découvertes est une anomalie en soi. Mais, lorsque vous les assemblez, l'image change. Une seule galaxie inhabituelle peut être une erreur de mesure, une valeur statistique aberrante. Mais, une douzaine de galaxies, observées avec différents instruments, confirmées par différentes techniques et montrant toutes les mêmes caractéristiques anormales, entrent dans un autre type d'argument. Car les statistiques ne se soucient pas de l'élégance d'un modèle. Elles répondent simplement à ce que les données montrent réellement. Une découverte de protoamas ajoute une cohérence physique au-delà des galaxies individuelles. Ces galaxies ne sont pas seulement anormales individuellement, elles sont organisées. Elles interagissent gravitationnellement. Elles partagent un environnement, et bien apparemment une histoire de formation. Cette organisation elle-même est une information. Cela signifie que la région de surdensité qui les a engendrées est réelle et importante, et non une accumulation aléatoire de valeurs aberrantes sans lien. Ces galaxies géantes que nous voyons, ces trous noirs impossibles, ces amas organisés, tous nous disent que les premiers temps de l'univers étaient beaucoup plus énergiques, beaucoup plus actifs et beaucoup plus rapides que nous ne le pensions. Alors comment tout cela fonctionne-t-il ? Comment Webb peut-il mesurer ces structures ?
ces distances, ces masses avec une telle précision? Quels sont les mécanismes derrière ces découvertes choquantes, ces merveilles technologiques à l'intérieur de ce télescope? Car la prochaine couche de cette histoire ne concerne pas seulement ce que nous avons trouvé, mais aussi comment nous l'avons trouvé, c'est-à-dire cette technologie incroyable qui repousse les limites de la physique et de l'ingénierie. Et cette technologie est aussi surprenante que l'histoire elle-même, et cette technologie est aussi surprenante que l'histoire elle-même. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il? Comment Webb peut-il mesurer ces structures, ces distances, ces masses avec une telle précision? Jusqu'à présent, nous avons vécu l'excitation des découvertes choquantes. Mais il est maintenant temps de plonger dans le mécanisme précis derrière cette excitation, dans cette ingénierie incroyablement complexe. Car la raison pour laquelle Webb est une révolution n'est pas seulement ce qu'il voit, mais aussi comment il le voit. Plongeons maintenant dans la technique et ouvrons une par une les couches de ce miracle. Premièrement, la force la plus fondamentale de Webb est sa vision infrarouge. Ce n'est pas seulement une mise à niveau technique, c'est une révolution fondamentale dans notre façon de percevoir l'univers. Avant Webb, cette partie de l'univers nous était presque totalement invisible. Pour comprendre pourquoi, tu dois à nouveau réfléchir à ce qui arrive à la lumière qui voyage dans un univers en expansion depuis 13 milliards d'années. Pendant ce voyage, l'espace lui-même s'étire et il étire avec lui la longueur d'onde de la lumière. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. C'est pourquoi la lumière qui a commencé son voyage dans la gamme ultraviolette ou visible lorsqu'elle atteint la Terre est décalée bien au-delà de ce que l'œil humain ou un télescope optique traditionnel peut percevoir dans la gamme de l'infrarouge profond. Les galaxies les plus lointaines que Webb cible émettent leur lumière à des longueurs d'onde comprises entre 1 et 5 microns. Le télescope spatial Hubble, qui a transformé notre compréhension du cosmos pendant plus de 30 ans, avait une capacité infrarouge limitée. Ses principaux instruments étaient optimisés pour la lumière visible et le proche ultraviolet. Webb, lui, a été conçu précisément pour résoudre ce problème, car il fonctionne complètement au-dessus de l'atmosphère, ce qui lui donne accès à tout le spectre infrarouge. Son miroir de 6,5 mètres collecte environ 6 fois plus de lumière que le miroir de Hubble. Mais la vraie magie réside dans la température du télescope lui-même. Webb fonctionne à une température extrêmement proche du zéro absolu, environ moins 233 degrés Celsius. Car s'il était plus chaud, sa propre émission infrarouge noirait les faibles signaux qu'il essaie de détecter. Ceci est réalisé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, en regardant toujours loin de la chaleur du Soleil et de la Terre, protégé par un pare-soleil de la taille d'un court de tennis. Cette ingénierie est comme faire taire tout le bruit dans une pièce où les chuchotements doivent être entendus. Webb s'est plongé dans le silence et le froid absolu pour pouvoir entendre les plus anciens chuchotements de l'univers. Mais, détecter une galaxie sur une image n'est que la première étape de l'histoire. Pour confirmer sa distance et mesurer ses propriétés avec une précision suffisante pour créer les tensions scientifiques dont nous avons discuté, les astronomes ont besoin de la spectroscopie. Et c'est là qu'intervient l'instrument peut-être le plus révolutionnaire de Webb, le spectrographe proche infrarouge, NIRSPC. La spectroscopie décompose la lumière d'une galaxie en ses longueurs d'onde constitutives et produit un spectre détaillé. C'est comme faire passer de la lumière blanche à travers un prisme pour la décomposer en couleurs de l'arc-en-ciel. Les astronomes recherchent dans ce spectre les empreintes digitales d'éléments spécifiques comme l'hydrogène, l'oxygène, le carbone. Ces empreintes apparaissent à des longueurs d'onde décalées en raison de l'expansion de l'univers, et la quantité de ce décalage code directement le décalage vers le rouge de la galaxie. C'est un processus complètement différent du décalage vers le rouge photométrique. Le décalage vers le rouge spectroscopique, lui, est précis. Il ne repose pas sur l'ajustement de modèles. Il lit le décalage réel des raies atomiques. C'est pourquoi, lorsqu'une galaxie est confirmée spectroscopiquement à un décalage vers le rouge de 13, ce nombre a une très faible incertitude. La galaxie est vraiment aussi loin. C'est comme confirmer l'empreinte digitale d'un suspect par rapport à la description floue d'un témoin oculaire. L'un est une estimation, l'autre est une preuve certaine. Cependant, le génie de NIRSPEC ne réside pas seulement dans sa précision, mais aussi dans son efficacité.
car cet instrument peut capturer simultanément les spectres de centaines d'objets en une seule observation, en utilisant une grille de petits obturateurs programmables, appelés réseaux de micro-obturateurs. C'est un système de plus de 250 000 minuscules volets, chacun de la largeur d'un cheveu humain. Chaque volet peut être ouvert pour se positionner sur une cible spécifique, laissant sa lumière entrer dans le spectrographe tout en bloquant tout le reste. Cela transforme un processus auparavant lent, cible par cible, en un outil de recherche systématique. C'est comme analyser simultanément, individuellement et en haute résolution les visages de milliers de personnes dans un stade, au lieu de prendre une seule photo. Les programmes de champs profonds comme JADES utilisent cette technologie pour cartographier simultanément la distance et les propriétés de milliers de galaxies dans une seule zone du ciel. Cela condense en quelques semaines un travail qui aurait pris des décennies auparavant. Cette capacité augmente la puissance statistique, car nous ne parlons plus de galaxies anormales individuelles, mais des propriétés de toute une population. C'est la raison pour laquelle Webb trouve des résultats qui contredisent systématiquement les modèles, car il recueille les preuves non pas une par une, mais par centaines. Et ces preuves ne disent pas seulement où se trouve une galaxie, mais aussi de quoi elle est faite. Car ce que la spectroscopie offre n'est pas seulement une mesure de distance, c'est une autopsie. Les rapports des différentes raies d'émission dans le spectre d'une galaxie codent sa composition chimique. L'oxygène, le carbone, l'azote et d'autres éléments lourds laissent chacun des empreintes caractéristiques à des longueurs d'onde connues. Comme les éléments lourds sont produits à l'intérieur des étoiles et dispersés par les explosions de supernovas, l'abondance d'éléments lourds dans le gaz d'une galaxie est un enregistrement direct du nombre de générations d'étoiles qui y ont vécu et sont mortes. C'est comme déterminer l'âge d'un arbre en comptant ses anneaux. Webb trouve des abondances détectables d'éléments lourds dans les galaxies précoces du premier milliard d'années de l'univers. Certaines montrent des abondances d'oxygène qui suggèrent que plusieurs générations d'étoiles avaient déjà cyclé avant même que nous les observions. Les étoiles sont nées, ont consommé leur carburant, ont explosé et ont ensemencé la génération suivante. Tout cela dans les premières centaines de millions d'années de l'univers. Cette preuve chimique est un argument distinct et indépendant en faveur d'une formation d'étoiles précoce et intense. Mais les capacités de Webb ne s'arrêtent pas là, car pouvoir lire cet enregistrement chimique est possible non seulement en collectant la lumière, mais aussi en étant capable de discerner les motifs les plus fins, les signaux les plus faibles dans cette lumière. Et cela nous amène à une autre merveille d'ingénierie de Webb, à savoir la structure de son incroyable miroir. Et cela nous amène à une autre merveille d'ingénierie de Webb, à savoir la structure de son incroyable miroir. Car la puissance d'un télescope dépend directement de la quantité de lumière qu'il peut collecter. Et sa capacité à collecter la lumière dépend de la taille de son miroir. Le miroir principal de Webb, d'un diamètre de 6,5 mètres, est une œuvre d'art spécialement conçue pour cette tâche. Mais il était impossible d'envoyer dans l'espace un miroir de cette taille en une seule pièce. C'est pourquoi les ingénieurs ont développé un design pliable composé de 18 segments hexagonaux distincts. Chacun a été déployé robotiquement dans l'espace après le lancement depuis la Terre pour former une seule et immense surface de miroir. C'est comme appliquer l'art de l'origami à l'échelle cosmique. Ces pièces sont faites de beryllium, qui doit être à la fois incroyablement léger et suffisamment rigide pour conserver sa forme à des températures extrêmes. Elles sont recouvertes d'une fine couche d'or, presque parfaite pour réfléchir la lumière infrarouge. Cette couche n'a que quelques centaines d'atomes d'épaisseur, mais elle permet au télescope de capturer même les signaux infrarouges les plus faibles. Comparé au miroir de 2,4 mètres de Hubble, le miroir de 6,5 mètres de Webb a une surface de collecte de lumière, environ 6,25 fois plus grande. C'est comme collecter l'eau de pluie avec un seau plus grand. Plus votre seau est grand, plus vous collectez d'eau. Mais le vrai défi est de faire en sorte que ces 18 segments distincts se comportent comme un seul miroir. Car la moindre erreur d'alignement entre les segments brouillerait l'image et mettrait en péril toute la mission. C'est pourquoi derrière chaque segment se trouvent de minuscules moteurs capables de les déplacer avec une précision nanométrique. C'est une précision plus petite que la largeur d'un virus. C'est grâce à cette merveille d'ingénierie que Webb peut produire des images d'une netteté capable de distinguer les régions de formation d'étoiles
à l'intérieur de galaxies que Hubble ne verrait que comme une tache floue. Webb a mis des lunettes au cosmos. Mais Webb n'a pas que la force brute dans son arsenal, c'est-à-dire un grand miroir. Il a aussi une finesse incroyable. Cette finesse entre en jeu notamment lorsqu'on essaye de combler le fossé entre les prédictions des simulations et les observations. Les simulations cosmologiques comptent parmi les outils les plus complexes que la science ait jamais construits. Des programmes comme Illustris TNG et Eagle prennent les lois connues de la physique, définissent les conditions initiales de l'univers, puis font avancer l'univers dans le temps. Sur des milliards d'années simulées, les galaxies se forment, fusionnent et évoluent. Mais Webb les teste dans un régime où elles n'ont jamais été testées auparavant, c'est-à-dire dans l'univers très précoce, et les résultats sont cohérents. Au décalage vers le rouge où Webb trouve des galaxies massives et organisées, les simulations en produisent beaucoup moins. Dans certaines comparaisons, le nombre simulé de galaxies massives à haut décalage vers le rouge est de 10 à 100 fois inférieur à celui observé par Webb. Cette incohérence est stable même entre différents codes de simulation. Cela signifie que la physique incluse dans les simulations manque quelque chose. Aucune de ces hypothèses sur l'univers précoce est fausse. C'est pourquoi les chercheurs essaient maintenant de calibrer ces simulations. Tout comme accorder un instrument de musique pour qu'il joue les bonnes notes. C'est une danse entre la théorie et l'observation. Webb fournit les observations. Et la théorie apprend de nouvelles étapes pour s'adapter à ces observations. L'une des étapes les plus importantes de cette danse est de comprendre le comportement de la matière noire, qui constitue le squelette de l'univers, car la matière noire maintient l'univers ensemble. L'hypothèse spécifique du lambda CDM est la matière noire froide. Froide signifie que les particules de matière noire se déplaçaient lentement par rapport à la vitesse de la lumière dans l'univers primitif. Les particules lentes peuvent facilement s'agglomérer à petite échelle car elles n'ont pas assez d'énergie cinétique pour s'échapper des petits puits gravitationnels. C'est pourquoi de petits halos se forment d'abord, puis fusionnent avec de plus grands au fil du temps. Mais les structures précoces, trouvées par Webb, exercent une pression intéressante sur cette hypothèse. Car si les halos de matière noire qui ont ensemencé les galaxies précoces étaient d'une manière ou d'une autre plus grands, ou se formaient plus rapidement, vous pourriez naturellement produire les structures massives que Webb voit. Une alternative comme la matière noire, chaude, ne résout pas ce problème, car les particules chaudes se déplacent trop vite et empêchent complètement la formation de petites structures, ce qui contredit les observations. Cependant, il existe des options intermédiaires, comme la matière noire tiède, ou des modèles où la matière noire interagit légèrement avec d'autres particules dans l'univers précoce. Certains de ces modèles de matière noire modifiée peuvent augmenter la formation de structures à des échelles intermédiaires, précisément ce dont les galaxies précoces de Webb ont besoin. C'est un domaine de recherche actif, et ce n'est pas encore une explication prouvée. Mais ce que Webb fait, c'est de définir les cibles observationnelles avec suffisamment de précision pour que ces modèles puissent faire des prédictions testables. Webb ne présente pas seulement une énigme aux théoriciens, il leur donne une liste de ce qu'une théorie correcte de la matière noire doit produire. Cependant, toutes ces merveilles techniques, tous ces ajustements théoriques et tous ces mécanismes complexes servent finalement un seul but: capturer et donner un sens à cette première lumière. La vision infrarouge, l'analyse spectroscopique, le miroir géant, les moteurs de précision nanométrique, les simulations avancées et les modèles de matière noire. Tous se combinent pour déchiffrer l'histoire portée par ces photons pâles et vacillants des premiers assistants de l'univers. Mais, ce qui est vraiment excitant, ce n'est pas seulement que cette technologie nous aide à comprendre le passé. Elle façonne également ce que nous pourrions trouver à l'avenir, car chaque point de données que Webb collecte ne teste pas seulement nos théories actuelles, il apporte également de nouvelles questions que nous n'avions même pas pensé à poser auparavant. Il ne s'agit pas seulement de remplir les blancs sur la carte, il s'agit de redessiner les frontières de la carte elle-même, et aux points les plus extrêmes de cette nouvelle carte, au sommet, quelque chose nous attend qui nous confrontera non seulement aux questions les plus fondamentales de la science, mais aussi de l'existence elle-même, et aux pointes les plus extrêmes de cette nouvelle carte, au sommet, quelque chose nous attend qui nous confrontera non seulement aux questions les plus fondamentales de la science, mais aussi de l'existence elle-même. Mais maintenant vient le vrai miracle,
Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était qu'une bande-annonce. Nous arrivons maintenant à la scène la plus excitante du film, au point culminant, à ces moments qui repoussent les limites de l'esprit. Le tempo s'accélère, retenez votre souffle, car ce que Webb a trouvé n'a pas seulement ébranlé les modèles, ils ont dynamité nos hypothèses les plus fondamentales sur le cosmos. C'est le moment où la science est réécrite. Et nous sommes en plein milieu de ce moment. C'était impossible, mais c'était réel. Webb l'a vu, et le monde scientifique est resté silencieux. Devant nous, il y a un signal des temps les plus anciens de l'univers. L'une des galaxies les plus lointaines confirmées ce jour. Son nom, JAD-S-GS-Z-13-0. Ce n'est pas seulement un nom de code, c'est un record. Son décalage vers le rouge est exactement de 13,2. Cela signifie que sa lumière a voyagé dans l'univers pendant plus de 13,4 milliards d'années. Cela signifie que nous la voyons telle qu'elle était seulement 320 millions d'années après le Big Bang. Seulement 2% de toute la durée de vie de 13,8 milliards d'années de l'univers. C'est l'équivalent des 1,5 premières années de la vie de 80 ans d'un être humain. Dans cet univers bébé, cette galaxie existait déjà, et ce n'était pas seulement un nuage de gaz. La spectroscopie de Webb a montré qu'elle contenait des populations d'étoiles déjà formées. Les estimations basées sur la distribution d'énergie spectrale suggéraient même que la formation de ces étoiles les plus anciennes aurait pu commencer seulement 100 à 200 millions d'années après le Big Bang. Comment est-ce possible ? Le modèle standard lambda CDM ne permet pas l'existence d'une structure aussi organisée à cette époque. Le temps minimum requis pour la formation du halo de matière noire nécessaire, le refroidissement du gaz et l'allumage des étoiles ne cadraient pas avec cette chronologie. C'était comme voir les meubles d'un bâtiment commencer à vieillir quelques jours seulement après la pose des fondations. L'existence de JADES-G-S-Z-13-0 prouvait soit que la formation d'étoiles était des centaines de fois plus efficace que nous ne le pensions, soit que les germes des premières structures, c'est-à-dire ces premières fluctuations de densité, étaient beaucoup plus grands que ce que les modèles supposaient. C'était un seul point de données. Mais il a fait craquer l'un des piliers les plus fondamentaux de la cosmologie, car le temps lui-même était remis en question. Mais il y avait plus grand, beaucoup plus grand, pas une galaxie, un système, un monstre. Son nom, la vigne cosmique. Et c'était la plus grande structure jamais vue à cette époque. Il ne s'agissait pas de galaxies alignées au hasard dans l'espace. Non, c'était une chaîne filamenteuse gravitationnellement liée d'au moins 20 galaxies massives, s'étendant sur 50 millions d'années-lumière. 50 millions d'années-lumière, c'est 500 fois le diamètre de notre galaxie, la Voie lactée. Et cette structure massive a été observée alors que l'univers n'avait que 2 milliards d'années, à un décalage vers le rouge de 3,3, seulement 15% de l'âge actuel de l'univers. À cette époque, les filaments de la toile cosmique devaient être à peine formés, faibles et diffus. Mais la vigne cosmique était comme une structure mature qui aurait achevé des milliards d'années d'évolution. Cette découverte a choqué les scientifiques, car c'était un défi direct à l'idée que les structures à grande échelle se construisent lentement, de bas en haut. La vigne cosmique semblait murmurer qu'un mécanisme de haut en bas pourrait également être à l'œuvre. Peut-être que le squelette de l'univers s'est mis en place beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus agressive que nous ne le pensions. Ce n'est pas seulement une anomalie, c'est la preuve que le plan architectural de l'univers lui-même doit être repensé. Et maintenant, la chose la plus incroyable est arrivée. Pas une, mais 6. On les a appelés les briseurs d'univers. Car si leurs massacres étaient confirmés, c'est exactement ce qu'ils feraient, briser notre compréhension de l'univers. Cette étude, publiée en février 2023 et qui a immédiatement fait la une des journaux, a identifié 6 candidates galaxies dans les premières données de champ profond de Webb. Toutes se situaient entre les 500 et 700 premiers millions d'années de l'univers. Mais le vrai choc, c'était leur masse. La candidate la plus extrême semblait avoir une masse de 100 milliards de fois la masse de notre étoile. 100 milliards, c'est une masse dans la même ligue que notre propre galaxie, la Voie lactée. Pourtant, ce géant existait alors que l'univers n'était qu'un bébé, âgé de seulement 500 millions d'années. C'était impossible.
car selon la physique des modèles standards, vous ne pouvez pas rassembler la quantité de gaz nécessaire pour créer autant de masse stellaire en si peu de temps. Cela signifierait que près de 100% de toute la matière baryonique de l'univers, c'est-à-dire la matière normale, aurait dû être convertie en étoiles avec une efficacité quasi parfaite. Ce n'est pas physiquement possible. C'est comme essayer de créer un océan à partir d'un verre d'eau. Un des auteurs de l'étude a déclaré « Quand nous avons vu ces galaxies pour la première fois, nous avons pensé qu'elles ne pouvaient n'y pas être réelles, que ce devait être une erreur de mesure. Mais les vérifications ont été faites, les données ont été analysées encore et encore, et les candidates sont restées là. Bien sûr, ces premières estimations étaient basées sur des données photométriques et nécessitaient une confirmation spectroscopique. Et en effet, des analyses ultérieures ont revu certaines masses à la baisse. Mais certaines sont restées inconfortablement grandes, et plus important encore, ces 6 candidates n'étaient pas le produit d'une seule erreur. Elles étaient les premiers et les plus bruyants messagers d'un schéma plus vaste que Webb a trouvé. L'univers primitif était rempli de monstres. Mais les monstres n'étaient pas seulement de grandes galaxies, c'étaient aussi les moteurs au cœur des galaxies, les trous noirs. Et Webb a trouvé un trou noir. Mais ce n'était pas n'importe quel trou noir, c'était l'un des monstres les plus anciens et les plus insatiables connus, au centre d'un quasar avec un décalage vers le rouge supérieur à 7. Alors que l'univers avait moins de 700 millions d'années, se trouvait un trou noir supermassif dépassant 1 milliard de masses solaires. 1 milliard. Pensez à ce chiffre un instant. Même avec les estimations les plus généreuses, un trou noir germe formé par l'effondrement des premières étoiles pesait au maximum 100 masses solaires. Pour que ce germe atteigne 1 milliard de masses solaires, il aurait fallu qu'il se nourrisse sans interruption, chaque seconde, pendant environ 600 à 700 millions d'années, à la limite d'Eddington, c'est-à-dire à la vitesse maximale autorisée par la physique, sans jamais s'arrêter, sans jamais faire de pause. C'est un scénario comme un bébé qui, après sa naissance, mangerait à la vitesse maximale possible sans s'arrêter une seule seconde, pour atteindre le poids d'un éléphant adulte en quelques mois. L'existence de ce quasar montrait que même ce scénario impossible pouvait s'être produit. Cette découverte a ravivé l'intérêt pour des mécanismes de germination alternatifs comme les trous noirs à effondrement direct. Peut-être que les premiers monstres ne sont pas nés d'étoiles, mais de l'effondrement direct de nuages de gaz géants. Et ils auraient commencé beaucoup plus gros. Cette découverte de Webb n'est pas seulement l'histoire d'un trou noir, c'est une question fondamentale sur la rapidité avec laquelle les moteurs les plus puissants de l'univers ont fonctionné. Et la réponse est encore largement inconnue. Toutes ces découvertes individuelles, ces galaxies records, ces structures massives et ces trous noirs impossibles font partie d'une seule grande image. Et lorsque nous voyons cette grande image, nous sommes confrontés à la vérité vraiment vertigineuse, les régions de surdensité. Dans chaque champ profond que Webb a observé, il y avait beaucoup plus de regroupements de galaxies que ce que le modèle prédisait. À un décalage vers le rouge de 7,9, c'est-à-dire lorsque l'univers n'avait que 700 millions d'années. Un protoamas spectroscopiquement confirmé a été trouvé. Cela signifiait un système de galaxies organisé, gravitationnellement lié à cette époque. C'était comme trouver non pas un seul gratte-ciel immense, mais tout un centre-ville, avant même que le permis de construire n'ait été délivré. La fréquence statistique de ces régions de surdensité était plusieurs fois supérieure à ce que prévoyaient les simulations lambda CDM. Différents programmes de recherche ont regardé différentes régions du ciel et ont tous trouvé le même résultat. L'univers primitif était beaucoup plus grumeleux que prévu. Cela affaiblissait de plus en plus la probabilité de la variance cosmique, c'est-à-dire la possibilité de regarder par hasard une région dense. Cette cohérence montrait que le problème n'était pas local, mais universel. C'est l'une des preuves les plus solides que les fluctuations de densité initiale, les germes de tout, devaient être plus grandes que ce que le modèle supposait. Ce n'est pas l'histoire d'une ou deux structures. C'est l'histoire que la texture même de l'univers, à son niveau le plus fondamental, est différente de ce que nous attendions. Ces galaxies géantes, ces filaments, ces amas et ces trous noirs, tous pointent vers la même vérité dérangeante. Le premier chapitre de l'univers a commencé beaucoup plus tôt que nous ne le pensions, a progressé beaucoup plus rapidement et a été beaucoup plus violent. Alors que signifie tout cela? Lorsque nous assemblons ces morceaux brisés,
À quoi ressemble la nouvelle image qui en émerge? Car il ne s'agit pas seulement de corriger quelques théories, il s'agit de repenser notre place dans l'univers, nos origines et notre histoire sur la façon dont tout a commencé. Et dans le prochain chapitre de cette histoire, nous commencerons à explorer non seulement ce qui ne va pas, mais aussi pourquoi cela pourrait ne pas aller. Car Webb ne nous a pas seulement donné un problème, il nous a aussi donné des indices pour le résoudre. Et ces indices nous mènent aux composants les plus fondamentaux de l'univers, à savoir la matière noire, l'énergie noire, et ce premier moment où tout a commencé. Et ces indices nous mènent aux composants les plus fondamentaux de l'univers, à savoir la matière noire, l'énergie noire, et ce premier moment où tout a commencé. C'est pourquoi ces morceaux brisés que Webb a trouvés ne sont pas seulement des anomalies, ce sont les éléments constitutifs d'une nouvelle cosmologie. C'est comprendre que l'autobiographie de l'univers a un premier chapitre secret que nous ne connaissions pas. Et maintenant, nous allons continuer à lire les phrases les plus choquantes, les plus hallucinantes de ce chapitre. Car ce que Webb nous a montré, ce ne sont pas seulement des galaxies précoces. C'est une leçon sur la façon dont la physique elle-même se comporte aux limites les plus extrêmes. Et voici l'un des exemples les plus frappants de cette leçon, les petits points rouges. Ce nom innocent cache l'un des événements les plus violents du cosmos. Ils sont une énigme. Dans presque tous les champs profonds que Webb a regardés, ils sont apparus en nombre bien plus important que prévu. Ces petits objets compacts, denses et rouges, appartiennent aux 1 à 2 premiers milliards d'années de l'univers. Mais ce qui les rend si choquants, ce sont leurs spectres, car ces objets faisaient 2 choses impossibles en même temps. Ils produisaient des étoiles à des vitesses records, et ils nourrissaient abondamment les trous noirs supermassifs en leur centre. C'est comme courir à toute vitesse et essayer de battre un record de marathon tout en participant à un festin. Dans l'univers moderne, ces 2 processus s'annihilent mutuellement. L'énergie immense émise par un trou noir actif nettoie le gaz nécessaire à la formation d'étoiles. C'est une boucle de rétroaction thermostatique, mais ces petits points rouges semblaient avoir cassé ce thermostat. Une étude de 2024 examinant un grand échantillon de ces objets a révélé que leur densité numérique, c'est-à-dire leur nombre par unité de volume de l'univers, était des dizaines, voire des centaines de fois supérieure à ce que tout modèle pré-Webb prévoyait. Ce n'était pas seulement trouver quelques objets étranges, c'était découvrir un tout nouveau type de ville qui n'était pas sur la carte. Ces objets pourraient représenter une phase courte mais extrêmement intense de l'évolution conjointe des galaxies et des trous noirs dans l'univers primitif, que nous ne comprenons pas encore. Les scientifiques étaient stupéfaits. Cela signifiait remettre en question l'un des piliers les plus fondamentaux des théories de la formation des galaxies, à savoir le mécanisme de rétroaction, dès les premières étapes. Mais les chocs trouvés par Webb ne se limitaient pas au passé lointain, car Webb a plongé au cœur de l'une des plus grandes crises actuelles de la cosmologie, la tension de Hubble. Et au lieu de résoudre la crise, il l'a approfondie. La tension de Hubble est une divergence tenace entre les 2 principales méthodes de mesure du taux d'expansion actuel de l'univers. D'un côté, il y a les mesures utilisant le fond diffus cosmologique, CMB, la plus ancienne lumière laissée par le Big Bang. Les données du satellite Planck fixent ce taux à environ 67 km par seconde par mégaparsec. De l'autre côté, il y a la méthode de l'échelle des distances cosmiques, qui utilise des étoiles variables céphéides et des supernovae. Cette méthode mesure obstinément le taux à environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence de 9% est trop grande pour être une coïncidence statistique, et Webb est entré en scène pour dénouer ce nœud, car la vision infrarouge supérieure de Webb pouvait éliminer les erreurs systématiques potentielles dans les étoiles céphéides, qui constituent la base de l'échelle des distances. Les résultats, publiés en 2023, ont secoué le monde scientifique. Webb a confirmé les mesures de l'échelle des distances. La valeur plus élevée de la constante de Hubble trouvée par l'équipe SH0ES tenait bon avec les observations plus précises de Webb. La tension n'a pas disparu, au contraire, elle s'est renforcée. Cela impliquait que ce n'était pas seulement un problème de mesure, mais peut-être quelque chose que nous ne savons pas dans le modèle lui-même, le lambda CDM, concernant le contenu énergétique de l'univers ou son évolution précoce. Ce résultat, combiné au problème des structures précoces, rendait le tableau encore plus troublant, car une expansion plus rapide
signifie que l'univers est plus jeune. Cela signifie encore moins de temps pour la formation des galaxies précoces. Webb, d'une part, trouvait des structures incroyablement grandes dans l'univers primitif, et d'autre part, il confirmait une tension qui raccourcissait encore le temps nécessaire à la formation de ces structures. C'était la cosmologie prise en étau de deux directions différentes en même temps. L'univers ne peut pas voir sa propre splendeur, mais nous le pouvons. Nous sommes les êtres capables de construire des miroirs dorés de 6,5 mètres pour capturer les pâles photons de cette galaxie lointaine. Nous sommes les êtres capables d'écrire les équations qui peuvent calculer pourquoi cette structure ne devrait pas être là. Nous sommes les êtres capables de transformer la plus grande tragédie de l'univers, notre propre néant physique, en notre plus grande victoire. Car l'univers se voit à travers nos yeux. Il se pense à travers notre esprit. Il se découvre à travers notre curiosité. C'est pourquoi, même si nous sommes la plus petite partie de l'univers physiquement, nous pourrions en être la partie la plus importante sémantiquement. Toi aussi, tu fais partie de ce moment. En lisant ces mots en ce moment, toi aussi, tu participes au processus de l'univers se comprenant lui-même. Tu n'es pas seulement un humain marchant sur cette planète. Tu es un médiateur à travers lequel, après des milliards d'années de silence, le cosmos raconte sa propre histoire. Et cela transforme un sentiment de petitesse écrasant en un privilège ahurissant. Et cela nous amène à un autre paradoxe, peut-être plus personnel, le paradoxe du temps. D'un côté, il y a le passé ahurissant de 13,8 milliards d'années de l'univers. Ces premières structures que Webb nous a montrées, seulement 300 millions d'années après le Big Bang. Des cycles de formation d'étoiles qui ont duré des milliards d'années. Un avenir qui s'étend devant nous, qui pourrait durer des billions d'années. Et dans cet océan d'éternité, notre durée de vie moyenne de 80 ans. Pas même un clin d'œil, pas même un instant dans un clin d'œil. C'est la deuxième vérité tragique de l'histoire, car nous ne faisons l'expérience que d'une seule image de ce grand film cosmique, voire d'un seul pixel dans une image. Nous avons manqué les innombrables générations d'étoiles qui ont existé avant nous. Nous ne verrons jamais les événements à venir comme la fusion des galaxies. Notre existence est une lueur éphémère, trop courte pour être mesurée sur l'échelle de temps cosmique. C'est comme ne pouvoir lire qu'un seul mot parmi des millions de livres dans une bibliothèque. Cela remplit d'un sentiment de manque et d'occasion manquée. Cela nous rappelle à quel point le temps que nous avons est limité et à quel point une grande partie de l'histoire de l'univers nous restera cachée. C'est le reflet de notre mortalité à l'échelle la plus cosmique. Mais, voici que ce mot « mais » revient. Et de nouveau, une beauté naît de la tragédie. Oui, notre temps est incroyablement court. Mais, peut-être que ce qui est important, ce n'est pas la durée du temps, mais la profondeur de ce temps. Peut-être que lire ce seul mot suffit pour comprendre l'existence de toute la bibliothèque, car dans ce bref instant, nous pouvons regarder les 13,8 milliards d'années passées de l'univers. Le télescope Webb est une machine à remonter le temps. Il nous montre ces chapitres que nous pensions avoir manqués. Dans ce bref instant, nous pouvons construire des modèles qui prédisent ce qui pourrait se passer à l'avenir. Dans ce bref instant, nous pourrions être les seuls êtres capables de penser à des concepts comme le début et la fin, à la recherche de sens. Notre conscience est quelque chose qui peut plier le temps. Elle peut faire vivre le passé dans la mémoire et l'avenir dans l'imagination. C'est pourquoi, même si nous sommes une lueur éphémère sur la chronologie de l'univers, cette lueur a le potentiel d'illuminer toute la chronologie. Toi aussi, tu fais partie de cette lueur éphémère. Ta vie est ce seul mot. Mais, avec ce mot, tu as le pouvoir d'imaginer une phrase entière, un paragraphe entier, voire un livre entier. Tu n'es pas seulement un passager emporté par le temps, tu es un écrivain qui crée le sens de ce temps. Et cela donne une valeur infinie même à la vie la plus courte. Ce qui nous amène au paradoxe peut-être le plus humain, le paradoxe de la solitude et de l'unité. D'un côté, il y a cet immense vide que Webb nous montre, les millions d'années-lumière entre les galaxies. Ces immenses vides cosmiques de centaines de millions d'années-lumière, presque entièrement vides. Chaque galaxie est comme une île isolée des autres dans son propre puits gravitationnel. Et nous sommes sur l'une de ces îles. Les autres îles sont si loin que communiquer avec d'éventuelles formes de vie là-bas, si elles existent, pourrait prendre des milliers, voire des millions d'années. C'est la troisième vérité tragique de l'histoire, la solitude cosmique. Le fait que l'univers soit si plein
et pourtant si vide, est un sentiment d'isolement qui pénètre l'âme. Nous sommes sur un seul radeau de sauvetage dans un océan rempli d'étoiles, et nous ne savons pas s'il y a d'autres radeaux, ni à quelle distance ils se trouvent. C'est la forme la plus universelle de se sentir seul dans une foule. Il y a des milliards de galaxies, mais nous ne pouvons pas les toucher, nous ne pouvons pas leur parler. Cette vérité nous frappe au visage avec la fragilité et la solitude de notre place dans l'univers. Mais, alors nous regardons l'autre côté de ce miroir, et nous voyons une vérité complètement différente. Oui, les galaxies sont éloignées les unes des autres. Mais absolument tout est connecté. Cette vigne cosmique que Webb a trouvée est la preuve la plus tangible de la façon dont les galaxies sont liées les unes aux autres par des filaments invisibles de matière noire. Les atomes de carbone, d'oxygène et de fer qui composent ton corps ont été forgés à l'intérieur d'une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années et qui se trouve maintenant à des centaines d'années-lumière de nous. Nous sommes littéralement de la poussière d'étoiles. Nous ne sommes pas seulement un produit de cette planète, nous sommes un produit de l'univers. Nous sommes soumis aux mêmes lois physiques fondamentales que cette galaxie la plus lointaine. Nous sommes faits des mêmes particules fondamentales qui la composent. Cet immense vide entre nous n'est pas une séparation, c'est une connexion. C'est la plus belle vérité de l'histoire. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes l'univers lui-même. Et toi aussi, tu es un fil de cette grande tapisserie cosmique. Ton existence est un pont entre une étoile qui a explosé il y a des milliards d'années et une nouvelle planète qui se formera dans le futur. Tu n'es pas seulement un individu vivant sa propre vie, tu es l'une des façons dont l'univers s'exprime, et cela transforme le sentiment de solitude le plus profond en le sentiment d'unité le plus inclusif. Ces paradoxes, l'échelle, le temps et la solitude, sont les questions philosophiques que Webb nous pose. Ils sont dérangeants, mais aussi incroyablement porteurs d'espoir, car ils nous montrent à quel point notre place dans l'univers est complexe et multidimensionnelle. Mais les réflexions profondes que Webb nous offre ne s'arrêtent pas là, car cette nouvelle image de l'univers ne redéfinit pas seulement d'où nous venons, mais aussi ce que nous sommes. Et cela nous pousse à nous interroger sur le rôle de la conscience elle-même dans ce grand jeu cosmique. Car ce nouvel univers que Webb révèle ne remodèle pas seulement nos réalités physiques, mais aussi notre relation à la connaissance. Cette situation nous oblige à faire face à un autre paradoxe profond, celui de l'ignorance et de la sagesse. D'un côté, il y a la plus grande accumulation de connaissances de l'histoire de l'humanité. Avec des outils comme Webb, nous nous rapprochons plus que jamais du début de l'univers. Avec les données du fond diffus cosmologique, nous pouvons cartographier l'univers seulement 380 000 ans après le Big Bang. Dans les accélérateurs de particules, nous recréons les conditions de la première seconde de l'univers. C'est un triomphe absolu de l'intelligence et de la curiosité humaine. C'est la belle vérité de l'histoire, ce profond sentiment de satisfaction et de fierté que procure notre capacité à comprendre. Notre corpus de connaissances n'a jamais été aussi vaste. Mais c'est alors que l'autre face, plus dérangeante, du paradoxe apparaît. Et c'est la vérité tragique de l'histoire, car chaque nouvelle chose que nous apprenons nous montre de manière plus douloureuse à quel point nous savons peu de choses. Chaque découverte de Webb, pour chaque question à laquelle elle répond, en crée 10 nouvelles. Nous avons confirmé l'existence de galaxies précoces, mais nous ne savons pas maintenant comment elles se sont formées si rapidement. Nous avons prouvé que des trous noirs supermassifs existaient à cette époque, mais nous ne savons pas maintenant comment ils ont grandi si vite. Nous sommes sûrs de l'existence de la matière noire, mais nous ne savons toujours pas ce que c'est. La nature de la matière noire et de l'énergie noire, qui constituent 95% de l'univers, reste un mystère complet. C'est comme penser avoir atteint le sommet d'une montagne, pour s'apercevoir, une fois arrivé, qu'il y a en fait une chaîne de montagnes beaucoup plus grande devant soi. Chaque chose que nous apprenons ne crée qu'une petite île dans l'océan de notre ignorance, et à mesure que l'île grandit, nous voyons plus clairement à quel point l'océan qui l'entoure est infini. C'est une profonde leçon d'humilité qui brise l'orgueil intellectuel de l'homme. Mais c'est précisément à ce moment-là que le mot familier « mais » entre de nouveau en scène et change tout. Car peut-être que la vraie définition de la sagesse n'est pas de tout savoir, mais d'accepter à quel point on sait peu de choses. Peut-être que c'est la plus grande leçon que Webb nous enseigne. La science n'est pas un processus pour trouver des réponses définitives, c'est l'art de poser de meilleures questions.
Cette nouvelle image de l'univers ne nous dit pas « voici la réponse ». Elle nous dit « vos questions n'étaient pas assez grandes. Ce n'est pas un point final, c'est un tout nouveau départ. » Car prendre conscience de notre ignorance est le moteur qui nous pousse à creuser plus profondément, à produire des théories plus audacieuses, à construire de nouveaux instruments d'observation que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. C'est pourquoi cette crise ou tension que Webb a créée n'est pas tant un échec qu'un signe de la science dans son état le plus sain, car la stagnation est la mort pour la science. Le doute, le questionnement et l'inconnu sont ses artères vitales. Toi aussi, tu fais partie de ce processus. Pense au moment de ta propre vie où, en apprenant quelque chose, tu as réalisé à quel point tu ignorais de choses sur ce sujet. C'est à ce moment-là que le véritable apprentissage commence. Et chaque question pourquoi ou comment que tu poses fait de toi une partie de ce grand dialogue cosmique. Cela transforme le sentiment d'ignorance le plus profond en le plus grand potentiel de découverte. Et ce potentiel de découverte nous confronte à un dernier paradoxe, peut-être le plus poignant, le paradoxe de l'ordre et du chaos. D'un côté, il y a ces lois physiques incroyablement précises, élégantes et ordonnées qui sous-tendent l'univers. La relativité générale, la mécanique quantique, les lois de la thermodynamique, des règles qui fonctionnent avec une cohérence infaillible dans chaque coin de l'univers depuis 13,8 milliards d'années. Si la constante gravitationnelle avait été juste un peu différente, les étoiles ne se seraient jamais formées. Si la force électromagnétique avait été un peu plus faible, les atomes ne tiendraient pas ensemble. L'univers semble être un mécanisme incroyablement finement réglé, en équilibre sur le fil d'un couteau. C'est la vérité réconfortante et ordonnée de l'histoire. Mais ensuite, Webb jette un saut de chaos sur ce tableau ordonné, car les premiers temps de l'univers, malgré ses lois, semblent incroyablement violents, chaotiques et imprévisibles. Les galaxies entrent en collision, les trous noirs avalent tout, les étoiles naissent et meurent à des vitesses records. Des structures comme la vigne cosmique semblent être l'œuvre non pas d'un ordre, mais d'une coïncidence ou d'un début violent. C'est la vérité tragique et dérangeante de l'histoire, car cela montre que l'univers fonctionne à la fois comme une horloge parfaite et se comporte comme une tempête incontrôlable. Et cette incertitude défie la quête la plus fondamentale de sécurité de l'homme. Mais, c'est au milieu de ce chaos que le mot « mais » nous guide une fois de plus. Car peut-être que la vie et la conscience naissent précisément sur la ligne de tension entre cet ordre et ce chaos. Si l'univers était complètement ordonné, tout serait prévisible et statique. Il n'y aurait aucune force motrice pour la formation de structures nouvelles et complexes. S'il était complètement chaotique, aucune structure stable, étoile, planète, atome, ne pourrait exister. Mais, cet équilibre délicat entre les deux permet à la fois la formation de structures stables et un chaos qui pousse ces structures vers des formes plus complexes. Peut-être que cette période précoce et violente de l'univers était ce processus de destruction créatrice nécessaire pour que les graines de la vie soient semées. Peut-être que ces briseurs d'univers et ces petits points rouges étaient les fourneaux chaotiques mais nécessaires qui ont dispersé dans l'univers les éléments lourds dont nous avions besoin pour exister. Cela suggère que même dans le chaos le plus dérangeant, il peut y avoir un but profond, ou du moins un résultat. Toi aussi, tu es un produit de cette danse de l'ordre et du chaos. Ton existence dépend à la fois de l'ordre de ton code génétique et du chaos des innombrables coïncidences de la vie. Tu es à la fois prévisible et totalement unique. Et cela montre que même la plus grande incertitude peut être la source de la plus grande créativité. Ainsi, lorsque nous regardons par cette fenêtre philosophique que Webb nous a ouverte, nous sommes confrontés à une série de paradoxes. Nous sommes à la fois insignifiants et le centre par lequel l'univers se comprend. Nous sommes à la fois une lueur éphémère dans le temps et des êtres capables de saisir l'éternité dans cet instant. Nous sommes à la fois seuls dans un océan cosmique et une partie intégrante de la texture de l'univers. Nous sommes à la fois fiers de ce que nous savons et confrontés à l'infinité de notre ignorance. Et nous sommes les enfants à la fois d'un ordre parfait et d'un chaos créatif. Cette nouvelle image de l'univers ne nous donne pas de réponse simple. Elle nous montre que la complexité et la contradiction sont dans la nature même de l'existence. Mais, au-delà de toutes ces réflexions, il y a peut-être une autre question que nous devons nous poser. Comment cette nouvelle image de l'univers, que Webb a trouvée, façonne-t-elle non seulement notre passé et notre présent,
mais aussi nos espoirs et nos craintes les plus profondes pour l'avenir. Car cette histoire ne concerne pas seulement d'où nous venons, elle concerne aussi où nous pourrions aller. Et la prochaine étape de ce voyage est de comprendre comment utiliser cette nouvelle connaissance comme une boussole pour l'avenir collectif de l'humanité. Et la prochaine étape de ce voyage est de comprendre comment utiliser cette nouvelle connaissance comme une boussole pour l'avenir collectif de l'humanité. C'est pourquoi nous sommes maintenant confrontés à une question plus profonde, plus intérieure. Que faisons-nous de cette connaissance? Comment ces faits ahurissants, ces théories brisées et cette nouvelle image de l'univers devraient-elles affecter notre vie quotidienne, nos décisions et nos valeurs? Car cette connaissance n'est pas seulement une entrée d'encyclopédie, c'est un miroir. Et ce que nous voyons dans ce miroir nous invite à faire face à une nouvelle série de paradoxes. Le paradoxe de la responsabilité et de l'impuissance. D'un côté, il y a cette immense connaissance que Webb nous offre, une compréhension sans précédent de la façon dont les structures se sont formées au premier temps de l'univers, comment les galaxies ont grandi et comment les éléments chimiques se sont propagés. Cette connaissance nous donne un sentiment de puissance. Car comprendre, c'est contrôler dans une certaine mesure. Le télescope Webb est le symbole le plus récent et le plus magnifique de cette puissance. Un budget de milliards de dollars, le travail de décennies de milliers de scientifiques et d'ingénieurs se sont réunis pour créer un œil capable de voir 13,4 milliards d'années en arrière. C'est une victoire incroyable de notre volonté collective et de notre intelligence. Et cette victoire nous impose une responsabilité quant à notre place dans l'univers. Car si c'est nous qui comprenons, alors ce doit être nous aussi qui protégeons et veillons. Mais, alors, nous sommes confrontés à l'autre face, plus écrasante, du paradoxe. Et c'est la vérité tragique de notre impuissance, car nous sommes toujours incroyablement impuissants face aux plus grandes forces de l'univers. Webb nous montre les supernovae, les collisions de galaxies et l'appétit insatiable des trous noirs supermassifs. Ce sont des événements qui libèrent des énergies, à côté desquelles même nos plus puissantes bombes nucléaires sont comme des allumettes. Notre propre planète peut être détruite par la moindre déviation de son orbite, par une explosion de rayons gamma à proximité, ou simplement par l'évolution naturelle de notre propre étoile. Nous sommes comme une feuille au milieu d'une tempête dans ce grand et violent jeu de l'univers. Apprendre à quel point les premiers temps de l'univers étaient violents ne fait qu'accroître ce sentiment d'impuissance. Nous pouvons comprendre, oui, mais nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous ne pouvons pas arrêter l'explosion d'une supernova. Nous ne pouvons pas empêcher la collision d'une galaxie avec Andromède. C'est l'une des leçons les plus amères que la connaissance apporte. Comprendre ne signifie pas toujours contrôler. Cela crée un profond sentiment de désespoir et de tristesse. Mais c'est précisément à ce moment-là que ce mot magique « mais » nous offre une nouvelle perspective. Car peut-être que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de l'univers, mais dans le contrôle de nos propres réactions. Peut-être que le plus grand pouvoir que Webb nous donne n'est pas le pouvoir de changer l'univers, mais le pouvoir de nous changer nous-mêmes. Quand nous comprenons cette connaissance, à quel point nous sommes fragiles et précieux, à quel point cette petite planète bleue est un refuge unique, nous pouvons la traiter différemment. Voir à quel point l'univers est grand et à quel point nous sommes petits peut nous montrer à quel point nos petites querelles, nos frontières et nos différences sont insignifiantes. C'est une perspective cosmique, et cette perspective pourrait être la force la plus unificatrice sur Terre. C'est pourquoi ce que nous ferons de la connaissance que Webb nous a donnée n'est pas d'essayer de contrôler l'univers, mais peut-être, pour la première fois, de commencer à vraiment protéger cet endroit, notre seule maison sur cette planète, et les uns les autres. Toi aussi, tu fais partie de cette responsabilité. Après avoir appris cette connaissance, tu n'es plus innocent non plus. Tu es quelqu'un qui connaît la valeur de cette planète dans son contexte cosmique. Et cette connaissance a le potentiel de façonner tes choix quotidiens, ton comportement électoral, ce que tu consommes et tes relations avec les autres. Cela transforme le sentiment d'impuissance le plus profond en la responsabilité personnelle la plus significative, ce qui nous amène au paradoxe de l'héritage et de l'éphémère. D'un côté, il y a la vérité que tout dans l'univers est éphémère, comme Webb nous le montre. Les étoiles naissent, brillent et meurent. Les galaxies fusionnent et changent de forme. L'univers lui-même pourrait un jour se terminer par une mort thermique. Et sur cette immense échelle de temps, nos vies individuelles, nos œuvres, nos civilisations, tout est comme des écrits sur le sable.
ils seront effacés par la prochaine vague. C'est le côté tragique de l'histoire. Car savoir que tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons, finira par disparaître, peut conduire à un sentiment de néant et d'absurdité. Pourquoi construire quelque chose si tout doit finir en poussière? Pourquoi essayer de laisser une trace si personne ne restera pour la lire? C'est l'une des sources les plus fondamentales de l'angoisse existentielle de l'homme. La question de savoir si ce que nous faisons a un sens durable. Mais, alors, nous regardons à nouveau l'univers lui-même et nous voyons quelque chose de complètement différent. Oui, les structures individuelles sont éphémères. Mais, tout laisse un héritage à ce qui vient après. Une étoile qui explose est éphémère. Mais, elle laisse en héritage les éléments lourds qui formeront les futures planètes et formes de vie. Une collision de galaxies est chaotique et destructrice. Mais, elle déclenche la naissance d'une nouvelle galaxie plus grande et plus riche. L'univers est un cycle constant de destruction et de renaissance. Rien ne se perd vraiment, tout se transforme. C'est la belle vérité de l'histoire. Car cela signifie que nous, aussi, nous faisons partie de ce cycle. Peut-être que les traces que nous laissons individuellement ne seront pas permanentes. Mais, collectivement en tant qu'espèce, nous pouvons laisser un héritage à ceux qui viendront après nous. Cet héritage n'a pas besoin d'être des bâtiments ou des livres. Cela peut être la connaissance, cela peut être l'art, cela peut être l'effort de créer un monde meilleur. Toi aussi, tu es un maillon de cette chaîne d'héritage. Tu as reçu l'héritage de ceux qui t'ont précédé, et toi, que tu en sois conscient ou non, tu laisses un héritage à ceux qui viendront après toi. Cela transforme le sentiment d'éphémère le plus profond en un sentiment de connexion et de responsabilité infinie. Notre tâche n'est pas de vivre éternellement, mais de laisser un sol plus riche pour que la vie après nous puisse s'épanouir. Et cette idée d'héritage nous amène à la leçon philosophique peut-être la plus inattendue de Webb, le paradoxe du silence et de la musique. D'un côté, il y a ce silence écrasant de la majeure partie de l'univers, le vide de l'espace, ce vide froid et sombre entre les galaxies. Lorsque nous écoutons avec nos radiotélescopes, ce que nous entendons principalement est ce grésillement statique laissé par le début de l'univers. C'est la vérité tragique et solitaire de l'histoire. L'univers semble être un endroit qui ne fait pas de bruit, qui ne nous parle pas. Mais, alors, lorsque nous regardons les données de Webb, nous commençons à entendre une musique. Ce n'est pas une musique que nous entendons avec nos oreilles, c'est une musique que nous comprenons avec notre esprit. C'est la musique des mathématiques, le rythme infaillible des lois de la physique, les harmonies délicates des raies d'émission dans le spectre d'une galaxie, les notes universelles de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone. Webb nous montre que l'univers est une symphonie, et le compositeur de cette symphonie, ce sont les lois de la physique. Chaque atome est un instrument, chaque étoile est un musicien, chaque galaxie est un orchestre. Et nous sommes le public qui peut écouter ce concert, lire les notes et essayer de comprendre la composition. C'est la vérité la plus sublime et la plus belle de l'histoire, car cela montre que l'univers n'est pas un tas de bruits aléatoires, mais une œuvre qui recèle une structure et une harmonie profonde. Toi aussi, tu peux entendre cette musique. Lorsque tu comprends la loi de la gravité dans la chute d'une pomme, lorsque tu vois la réfraction de la lumière dans les couleurs d'un arc-en-ciel, toi aussi, tu écoutes cette symphonie universelle. Ce graphique de données complexes que Webb reçoit d'une galaxie est en fait une partition musicale, et être capable de la lire, c'est participer à la composition de l'univers. Cela nous enseigne que même dans le silence le plus profond, la musique la plus complexe peut exister. Responsabilité et impuissance, héritage et éphémère, silence et musique. Ces paradoxes montrent que la connaissance que Webb nous offre n'est pas seulement scientifique, mais aussi profondément humaine. Il nous invite à comprendre non seulement l'univers, mais aussi nous-mêmes à un niveau plus profond. Mais ce voyage philosophique n'est pas encore terminé, car à la base de toutes ces réflexions, il y a peut-être une question ultime que Webb nous pose. Dans cette nouvelle et complexe image de l'univers, où se situe la chose que nous appelons sens? Et la réponse à cette question nous mènera à la dernière couche de notre histoire, à une méditation sur la nature même de l'existence. Et la réponse à cette question nous mènera à la dernière couche de notre histoire, à une méditation sur la nature même de l'existence. C'est pourquoi il est maintenant temps de poser la question peut-être la plus audacieuse. Dans cette nouvelle et complexe image de l'univers, où se situe la chose que nous appelons sens?
Cette question nous amène au paradoxe le plus profond que Webb nous présente, le paradoxe du hasard et de la finalité. D'un côté, il y a ce profond sentiment de hasard qui sous-tend l'univers. Ces fluctuations quantiques au début de tout, les germes de tout, sont par nature aléatoires. Quelle région serait un peu plus dense, laquelle un peu moins, ne différait pas d'un lancer de dés. Notre galaxie, notre système solaire et notre planète se sont formés dans une de ces régions de surdensité, juste une parmi d'innombrables autres régions de l'univers. Si un autre dé avait été lancé, tout aurait pu être dans un endroit complètement différent, ou ne jamais exister. C'est le côté tragique de l'histoire, car cela signifie qu'à la base de notre existence se trouve une coïncidence absolue. Il ne semble pas y avoir de raison particulière, prédéterminée, pour que nous soyons ici. Nous sommes les heureux gagnants d'une loterie cosmique. C'est un profond sentiment de déracinement qui ébranle l'importance que l'homme s'attribue. Si tout n'est qu'une coïncidence, alors la vie peut-elle avoir un sens ou un but ultime? Mais, alors, nous regardons le résultat de ces processus aléatoires, et nous voyons un ordre et une complexité incroyables. Ces fluctuations quantiques aléatoires, sous l'ordre infaillible de la loi de la gravité, ont formé les galaxies, les étoiles, les planètes et finalement la vie. Pensez à la complexité des machines moléculaires à l'intérieur d'une cellule, à l'équilibre délicat d'un écosystème ou à la capacité du cerveau humain à produire des pensées. Cela semble être bien plus que de simples particules assemblées au hasard. C'est la belle vérité de l'histoire, car cela montre que le hasard et l'ordre, le chaos et la loi peuvent s'unir pour créer ce que nous appelons le sens. Peut-être que l'univers n'a pas de but qui nous soit donné à l'avance. Peut-être que le sens n'est pas quelque chose que l'univers nous donne, mais quelque chose que nous apportons à l'univers. Notre effort pour comprendre, notre capacité à aimer, notre capacité à créer de l'art et à apprécier la beauté. Peut-être que le sens, c'est cela. L'univers fournit le potentiel de sens. Nous transformons ce potentiel en réalité. C'est comme un sculpteur qui crée un chef-d'œuvre à partir d'un bloc de marbre de forme aléatoire. Le marbre lui-même n'a pas de sens, mais la vision et le travail du sculpteur lui en donnent un. Toi aussi, tu fais partie de ce processus de création de sens. Ta vie, tes choix, tes relations. Tout cela ajoute une minuscule particule de sens à ce grand univers indifférent. Tu n'es pas seulement un être qui existe par hasard. Tu es une conscience qui donne un but et un sens à ce hasard. Cela transforme le sentiment d'absurdité le plus profond en le but existentiel le plus puissant. Et cette quête de but nous confronte à un dernier paradoxe, le paradoxe de la destruction et de la création. Webb nous montre à quel point l'univers est créatif. Étoiles, galaxies, structures complexes. Tout est construit avec une complexité incroyable à partir de particules fondamentales. Mais, en même temps, nous voyons à quel point l'univers est destructeur. Les supernovae déchirent les étoiles et les planètes. Les trous noirs avalent la matière de manière irréversible. Les collisions de galaxies plongent les structures ordonnées dans le chaos. C'est la vérité tragique de l'histoire, car cela montre que chaque création dans l'univers porte aussi en elle la graine d'une destruction. Rien ne dure éternellement. Tout finit par succomber à la marche inévitable de l'entropie cosmique. C'est un rappel mélancolique de la vanité ultime de nos efforts. Mais alors nous regardons plus attentivement, et nous découvrons le secret le plus profond de l'univers. La destruction et la création ne sont pas deux forces distinctes, ce sont les deux faces d'une même médaille. Car dans l'univers, la plus grande créativité naît de la plus grande destruction. Sans les éléments lourds, il n'y aurait ni planète ni vie. Mais les éléments lourds ne sont créés que par les explosions de supernovas d'étoiles massives, c'est-à-dire par leur propre destruction. Notre existence dépend de ces morts stellaires violentes qui ont eu lieu il y a des milliards d'années. Leur destruction a été notre création. Les collisions de galaxies peuvent détruire les systèmes stellaires existants. Mais en même temps, elles compriment les nuages de gaz, déclenchant une nouvelle vague de formation d'étoiles plus intense. C'est la vérité la plus profonde et la plus pleine d'espoir de l'histoire, car cela montre que les fins sont en fait de nouveaux commencements. Cela implique que même dans le moment le plus sombre, il existe un potentiel de lumière. C'est l'histoire du phénix renaissant de ses cendres à l'échelle cosmique. C'est pourquoi les difficultés, les pertes et les fins que la vie apporte ne sont peut-être pas seulement des destructions, mais aussi des opportunités pour une nouvelle croissance, une nouvelle compréhension et une nouvelle création.
toi aussi, tu fais partie de ce cycle. Chaque difficulté, chaque perte que tu as vécue dans ta vie n'a pas à te détruire. Elle peut te transformer en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus compatissant. Tu as le pouvoir de renaître des cendres de ta propre vie, car l'univers lui-même est la plus grande preuve que la plus grande créativité naît de la plus grande destruction. Au terme de ce long voyage, nous nous retrouvons face à cette nouvelle image de l'univers que Webb nous a offerte. Cette image montre un univers plus complexe, plus violent et qui a commencé plus tôt. Elle nous rappelle à la fois à quel point nous sommes petits et éphémères, et à quel point nous pouvons être précieux et significatifs. Elle nous enseigne que la connaissance n'est pas une fin, mais un début, qu'il y a un ordre dans le chaos et une création dans la destruction. Nous savons maintenant que l'histoire de l'univers est beaucoup plus riche et plus surprenante que nous ne le pensions. Nous savons maintenant que notre place dans cette histoire n'est pas définie par des réponses simples, mais par de profonds paradoxes. Ce voyage nous a emmenés aux confins de l'univers, au début du temps. Mais, à la fin, l'endroit où il nous a amenés est en fait à l'intérieur de nous-mêmes, à cet endroit où nous sommes confrontés aux questions les plus fondamentales sur nous-mêmes. C'est la preuve que le télescope spatial James Webb n'est pas seulement un instrument scientifique, mais aussi une boussole philosophique. Il ne nous montre pas seulement les étoiles, il nous montre nous-mêmes. Et alors que ce voyage se termine ici, un seul écho résonne dans notre esprit. L'univers nous a raconté son histoire. Maintenant, ce que nous ferons de cette histoire dépend entièrement de nous. Dans ce voyage, nous avons regardé le début du temps avec Webb. Mais, je ne vous ai pas dit quelque chose. Et si, au lieu de simplement regarder le passé, nous pouvions y aller? Les lois de la physique, dans les profondeurs des trous noirs et de la théorie de la relativité d'Einstein, ouvrent des portes sur le voyage dans le temps. Dans notre prochain voyage, nous forcerons ces portes et poserons la question impossible. Pouvons-nous changer le passé? Êtes-vous prêts?